Ecomag Plus, le magazine de l'économie avec Monderzid. Chères auditrices, chers auditeurs, bienvenue dans ce nouveau numéro du magazine de l'économie, préparé et présenté par Monderzid. Crypto-monnaie, solution ouverte à l'énergie. Comment les fintechs sont en train de révolutionner le mode de la finance, le monde de la finance. Question très actuelle dans un pays dont la moitié de la population souffre d'exclusion financière. Pour parler de cette thématique assez pointue et essayer de la vulgariser, j'ai l'immense plaisir de recevoir aujourd'hui dans les studios de RTCI Madame E.F. Lui, enseignante universitaire et chercheuse en sciences de management. Madame E.F. Lui, bienvenue dans les studios de RTCI. Bonjour RTCI, bonjour Monder et ceux qui nous écoutent. Merci pour l'invitation. Merci à vous, Eya. Alors, le sujet que nous allons aborder aujourd'hui n'est pas des plus simples, je vous l'avoue. Et je compte particulièrement sur vos capacités pédagogiques pour démythifier cet ensemble de concepts que sont les crypto-monnaies, les fintechs, de nous parler des expériences internationales et surtout du contexte tunisien. Alors, commençons d'abord dans une première tentative de définir ce qu'est une fintech. C'est quoi une fintech ? D'accord. Donc, une fintech, il s'agit d'un terme qui combine deux mots, technologie et finance. Oui. Il s'agit d'une entreprise qui essaye d'innover et de développer une technologie numérique innovante pour optimiser un service financier. Donc les fintechs cherchent à proposer des services financiers efficaces et surtout à moindre coût. Donc ce terme fintech, il remonte aux années 80. Déjà, donc une bonne quarantaine d'années. Ah oui, tout à fait. Et résulte, comme je viens de citer, de deux mots, la finance et la technologie. Il s'agit aussi de start-up, parce qu'il y a des jeunes entreprises qui anticipent une forte croissance fondée sur une innovation financière. Et ces jeunes entreprises-là, ils ont connu un grand succès et ont rapidement dépassé l'échelle d'une start-up. On parle actuellement de scale-up fintech. Donc on peut distinguer plusieurs catégories de fintech. On peut parler du paytech par exemple. Il s'agit d'une solution d'optimisation de tout type de paiement. Par exemple l'entreprise Ovifrance. Aussi le robo-advisor, ce qui est du consulting en investissement et gestion de portefeuille automatisé. Un exemple aussi l'entreprise WeSafe. InsurTech aussi, c'est une innovation numérique dans l'assurance. Le RegTech, une innovation pour simplifier les contraintes réglementaires. La néobanque aussi, il s'agit d'une banque dématérialisée, innovation à moindre coût. Le cash management, c'est une solution numérique de gestion des dépenses ou des flux de trésorerie. Il y a le fameux crowdfunding, la plateforme de financement participatif. Et bien évidemment, il y a d'autres catégories parce que les fintechs, ça ne cesse d'évoluer. La France, par exemple, c'est un exemple de pays très dynamique dans le domaine des fintechs. Et alors, une question toute simple, pour moi, utilisateur, consommateur, citoyen, quelles vont être les retombées de ces fintechs ? Donc principalement, l'avantage pour le client ou le consommateur tunisien, c'est d'avoir plus de possibilités. C'est une panoplie de services, d'options. Vous avez parlé d'inclusion financière, qui est l'avantage numéro 1. Ça donne plus de possibilités, plus d'ouverture de perspectives et ça aide à la démocratisation des services financiers. Donc ça va me donner une possibilité en tant que client, que consommateur, je détiens un pouvoir d'achat et j'ai une panoplie de choix et j'ai plus d'options et plus bien évidemment de sécurité et on va voir bien évidemment les avantages de l'usage de la crypto-monnaie et qu'est-ce qu'elle représente pour l'utilisateur en général. Oui, là, je crois que les banquiers n'ont qu'à bien se tenir, parce qu'apparemment, ça fait peur au dos, puisqu'ils risquent de perdre, disons, ce métier ancestral qui est d'offrir des services financiers, des prêts, etc. Je crois qu'ils vont être vraiment battus à plate-bande par ces fintechs. Bon, c'est de la concurrence, c'est vrai. Il y a une certaine concurrence, mais j'aimerais bien profiter pour vraiment distinguer deux notions très importantes. Oui. C'est-à-dire les crypto-monnaies, qu'est-ce que c'est ? Mais aussi, il faut faire la différence avec quoi ? Avec un autre terme qui est la monnaie numérique. D'accord, et là, donc c'est deux choses différentes. Tout à fait, bien évidemment. Je comprends, pour monsieur tout le monde, peut-être il s'agit de la même chose. Mais quand on est spécialiste et quand on effectue des recherches, il faut savoir distinguer les deux. En fait, en opposition aux monnaies classiques, la crypto représente un code.
Donc il ne s'agit pas d'une pièce monétaire. Non, il s'agit d'un code. On parle de coding. Voilà, c'est-à-dire que là, on n'est plus dans le matériel, on est dans la dématérialisation, donc quelque chose qui n'est pas tangible. Voilà, ce n'est pas tangible. Donc il s'agit d'un code qui s'échange de pair à pair. Et ça, c'est le deuxième, on va dire, caractère important des cryptocurrencies. Donc, qui s'échange de pair à pair, c'est-à-dire de façon décentralisée et surtout sans intermédiaire. Et vous avez évoqué le rôle des banquiers et des institutions financières, la Banque centrale. Donc, pour la cryptocurrency, on n'a pas besoin d'un intermédiaire. Donc, grâce à quoi? Il faut utiliser de la technologie. Ici, on va utiliser la technologie de la blockchain. Voilà, donc c'est une base de données numérique. Donc, il s'agit de monnaie virtuelle, de crypto-devises, de monnaie électronique. Les termes ne manquent pas. La spécificité, c'est que cette monnaie ne comporte pas un support physique comme vous venez de mentionner. Donc, pas de billets de banque ni de pièces de monnaie. Ces portefeuilles, ils peuvent être hébergés sur des applications Android, iOS, sur des sites web ou sur des clés externes. Un peu comme les clés USB déconnectées du réseau, appelées aussi en anglais the cold wallet. Les cryptos fonctionnent sans intermédiaire, c'est-à-dire sans l'intervention ni des banques, ni des gouvernements. Les personnes peuvent transférer des valeurs entre elles en toute indépendance. C'est le système pair à pair. Oui. Les deux choses, quand on parle de monnaie numérique et crypto-monnaie, est-ce la même chose? Les deux ont en commun qu'ils s'appuient sur la même technologie, c'est-à-dire les blockchains et le réseau d'ordinateurs. Et ça permet de transmettre, de stocker les informations et de regrouper le tout dans un bloc. La modification, une petite modification au niveau d'un seul bloc, elle peut entraîner la modification totale. Et donc, on peut constater et remarquer qu'il s'agit d'un système sécurisé. D'accord? Donc, quand on va parler du volet sécurité. Oui. Cependant, monnaie numérique et crypto, comme je viens de dire, sont très différents. La crypto-monnaie, le Bitcoin par exemple, ne peut pas réellement être considérée comme monnaie. Pourquoi? Premièrement, elles sont rarement acceptées par tout le monde. Oui, on va le voir d'ailleurs à travers les expériences. Deuxièmement, leur valeur, elle fluctue fortement. Et ici, on parle de volatilité. Oui. Ce n'est pas la même valeur qui est donnée tous les jours de manière constante et non changeable. La volatilité, tout à fait, elle est très forte, donc les fluctuations, elles sont là. Donc c'est une chose qui n'est pas pratique pour payer et surtout pour avoir des repères par rapport au prix. Donc pour être conservés, donc pratiquement ils sont utilisés pour être conservés pour une utilisation future. Donc ces monnaies-là, elles sont souvent achetées pour être spéculées dans l'espoir de les revendre plus cher, mais cela reste toujours risqué. Oui, c'est une sorte de casino, en quelque sorte. Bon, le mot gambling, je l'ai bien entendu un peu partout. Voilà, oui. On a vu le mot gambling. Donc gambling, c'est le pari, c'est la spéculation, c'est un... Voilà, tout à fait. Donc il y a le volet risque. Et les managers, ils sont là pour gérer ce genre de risque et de faire les arbitrages nécessaires et décider et trancher est-ce que ça sera bénéfique de faire ce genre d'investissement ou pas. Donc, je reviens à l'idée de distinction entre les deux. On devrait donc parler de crypto-actifs, appelés aussi les stablecoins. Et ici, on fait référence à un terme très important, la stabilité. Donc, on est dans une optique pour encadrer, pour minimiser les dégâts, pour essayer de donner plus de solutions. Et on parle de stablecoins qui sont en développement avec une valeur plus stable, en étant gérés bien évidemment par des grandes entreprises, ce qui incite les consommateurs à donner plus de confiance et donc ils vont utiliser cette monnaie-là. Cependant, ils ne peuvent toujours pas être considérés comme une monnaie, notamment car leur cours n'est pas tout à fait stable. De plus, il n'y a pas de garantie, ça c'est le volet risque. Si l'acteur privé qui gère un crypto-actif fait faillite, ceux qui en possèdent peuvent tous les perdre. Donc en cas de faillite, on peut tout perdre. Donc un cryptoactif, il est utilisé à grande échelle, il pourrait ainsi créer des risques d'instabilité financière. Par ailleurs, l'anonymat des transactions, ça c'est très important l'anonymat, parce que cet anonymat des transactions permis par les cryptoactifs, il favorise les risques de blanchiment d'argent et de financement de terrorisme. Oui, parce qu'on ne connaît pas les parties qui sont à l'origine des transactions. L'identité, source. Donc leur développement, il doit être surveillé attentivement par les gouvernements et les banques centrales. Quant à la monnaie numérique maintenant, ça c'est le deuxième volet. Elle est encore en stade expérimental. On est en train de tester. On est dans une phase de test. De test, oui. Elle serait en forme de monnaie émise et garantie par qui? Par la Banque centrale. Ah, cette fois-ci, il y a une centralisation. Voilà, et l'intervention de la Banque centrale.
Dans ce contexte-là, cette monnaie numérique, elle est acceptée par tout le monde. La valeur, elle serait stable, bien évidemment, parce qu'elle est gérée par la Banque centrale. Et puis les premiers tests portent sur une monnaie numérique interbancaire, dont l'utilisation serait réservée aux transactions, notamment entre banques. Donc un premier test, c'est un outil pour essayer de contrôler, de tester, d'éviter les inconvénients de la crypto-monnaie. C'est de créer une monnaie numérique, de la donner une valeur stable et de faire des transactions interbancaires. L'utilisation de la blockchain aussi, c'est un terme important. Pourquoi? Parce que ça pourrait permettre aux transactions financières d'être plus rapides, moins chères et plus sécurisées. Et ça, c'est l'optimisation, c'est l'objectif des managers, être dans une optique d'optimisation. Maximiser mon profit, minimiser les coûts. En parallèle, et face à de nouvelles habitudes en matière de paiement, il y a des réflexions actuellement qui sont menées sur la création d'une monnaie numérique dite de détail destinée au grand public. Oui. Donc ça, c'est important pour monsieur tout le monde de faire cette distinction entre les crypto-monnaies et la monnaie numérique et le rôle de la Banque centrale dans tout ça, l'encadrement, le coaching et plus de sécurité. Très bien, je rappelle que vous êtes notre invité aujourd'hui dans le cadre du magazine de l'économie, que nous parlons de crypto-monnaie. Et alors, est-ce que c'est une solution verte à l'énergie? Vous allez répondre à cette question, mais avant cela, encore une fois, faisons preuve de vulgarisation, de pédagogie, et revenons un peu à ce concept de Bitcoin. Alors, c'est quoi tout d'abord? Et puis les avantages et les inconvénients, et surtout l'impact environnemental de ces crypto-monnaies. Donc je vous remercie pour l'enchaînement. Je vais commencer avec les avantages. Il y a plein d'avantages quand on parle de Bitcoin. Principalement, il y a une dualité entre la transaction numérique et toute la culture qui vient avec, et le réseau du paiement. Principalement, le Bitcoin est le système financier le plus ouvert à ce jour-là. Vous pouvez effectuer des paiements avec Bitcoin 24/24, 7/7, partout dans le monde, même s'il n'y a pas un système bancaire. Donc oui, ça, c'est la disponibilité. C'est en dehors de tout, quasiment. Tout à fait. Deuxièmement, le virement, il peut être plus rapide, moins coûteux, surtout si on va le comparer par rapport au système traditionnel. Le Bitcoin, c'est le seul actif jamais créé qui ne puisse vous être saisi par la force, bien évidemment, si les précautions sont prises. Le Bitcoin est aussi, il garde l'anonymat, tout le monde peut ouvrir son portefeuille via Internet sans vérification ni historique du crédit. Cela est bénéfique dans les régions sous-financées et les pays du tiers-monde où la plupart des gens ont du mal à avoir accès à de l'argent. Donc, oui, on parle de plus d'inclusion financière. Le Bitcoin aussi, il est l'actif le plus portable et peut être transféré par satellite. Aussi, il représente des fonctionnalités intéressantes pour l'entreprise, l'autorisation de signatures multiples, la transparence comptable. Donc, si je dois passer par de multiples signatures, c'est-à-dire qu'il y a plus de vérification et donc plus de sécurité. C'est vrai. Le Bitcoin aussi, il introduit le concept de l'argent programmable, c'est-à-dire elle permet aux autres d'autres innovations financières. Je parle ici des smart contracts, le fameux smart contract. Donc finalement, le Bitcoin, il bouleverse le monopole de l'argent en offrant une alternative aux personnes qui se méfient de leur gouvernement, de certaines institutions, à travers la décentralisation. Mais il y a aussi le volet négatif. Il y a les inconvénients. Oui. Donc, premièrement, jusqu'à maintenant, 2021, on parle d'illégalité dans certains pays. Oui, la Chine, par exemple, on va voir, d'ailleurs, en citant quelques expériences internationales. Tout à fait. Aussi, l'utilisation, elle dépend toujours de la disponibilité de l'Internet. S'il n'y a pas d'Internet, je ne peux pas avoir accès au Bitcoin. Donc, c'est une condition. La vitesse aussi des transactions ont tendance à varier en fonction de l'efficacité de l'exploitation minière, l'opération de créer le Bitcoin. Ce qu'on appelle le mining. Tout à fait. Ce n'est pas aussi accepté par tout le monde. Une question de culture et de confiance. Est-ce que j'ai une confiance pour faire des échanges en utilisant le Bitcoin? Transmettre le Bitcoin sont aussi immuables, c'est-à-dire une fois l'argent quitte votre portefeuille, il n'y aura aucun moyen pour récupérer. De le retrouver. Aussi, sécuriser le Bitcoin, ça nécessite des connaissances de base en matière de cybersecurity, chose qui n'est pas évidente et donnée à tout le monde. Donc, malgré ça, le Bitcoin, c'est un système en évolution. Et maintenant, on ne peut pas parler de Bitcoin sans parler et évoquer l'impact sur l'environnement. Oui, complètement. Parce que, en fait, l'opération de minage consomme beaucoup d'énergie. On parle même de la consommation totale d'un État, comme l'Argentine ou la Suède.
Tout à fait. Donc, comme vous venez de citer, l'opération du mining, elle nécessite énormément d'énergie. Les mineurs vérifient les transactions précédentes et enregistrées sur les blockchains, garantissant que ces blockchains y soient des registres permanents et permettent de nouvelles transactions de se produire. En échange, parce que c'est un win-win, en échange, les mineurs reçoivent des cryptos comme une récompense chaque fois qu'ils réussissent à vérifier un nouveau bloc. Donc les partisans du crypto-monnaie se défendent et expliquent que les mineurs ils peuvent tirer parti d'une énergie qui ne serait de toute façon pas utilisée et qu'à long terme, leurs activités pourraient inciter à plus d'investissement dans les énergies vertes. C'est ça. Donc l'impact écologique réel du Bitcoin est difficilement mesurable. Cependant, il est à retenir que toutes les préoccupations sont prises en considération et c'est sérieux et les mineurs y cherchent des solutions convaincantes pour remédier à ça. D'accord, donc ils vont vraiment allier un peu les efforts pour réduire tout ce qui impacte carbone, etc. Et c'est peut-être donc en favorisant l'utilisation du Bitcoin qu'on également on essaiera de résoudre les problèmes d'environnement. Alors, quelques expériences sur le plan international, AFREWI, puisque c'est à peine croyable, mais des pays comme le Salvador utilisent le Bitcoin comme monnaie nationale, alors que, de l'autre côté, la Chine a décrété que toutes les transactions en crypto-monnaie sont désormais illégales. Nous sommes vraiment aux antipodes. Donc, quand on cite les expériences internationales, pour le moment, jusqu'à nos jours, il y a plusieurs positions favorables, d'autres qui considèrent que l'opération tout court, elle est illégale, d'autres, c'est un changement incrémental. Petit à petit, on essaie de tester, de donner la main à la Banque centrale pour créer une crypto-monnaie et pour tester ça. Le cas de Salvador, pour eux, le Bitcoin est officiellement la monnaie nationale et depuis le mois de juin dernier, leur président, il a fait la une de l'actualité du Bitcoin parce que c'est une décision stratégique. C'est pour ça énorme, oui. Voilà, c'est pour ça que ce genre de sujet, il intéresse principalement les décideurs, les preneurs de décision et les managers, pas principalement les financiers. C'est le premier pays à adopter crypto-monnaie Bitcoin en tant que monnaie nationale, mais aussi ils sont en train de développer l'idée d'avoir la première Bitcoin City qui sera au Salvador et elle va inciter place aux villes intelligentes. Optimisée par quoi ? Par la technologie des crypto-monnaies. Donc le Salvador, il veut être le premier pionnier en la matière. Les crypto-cities, ils prennent aussi le relais des smart cities. L'idée, c'est d'associer le concept smart city avec la sécurité des données et d'une gouvernance décentralisée. Donc ici, l'avantage ou l'apport distinctif, l'apport concurrentiel principalement pour le Salvador, c'est l'association de l'idée ville intelligente et smart city. Pour le cas américain, les États-Unis, par exemple, ils deviennent le premier pays mineur du Bitcoin au monde devant la Chine, l'exemple que vous venez de citer. Selon une étude menée par Cambridge Center for Alternative Finance, la Chine est passée de près de 75% du taux de minage mondial en septembre 2019 à zéro. Donc la position des Chinois, elle est très claire, ils s'encontrent. Mais entre-temps, la Banque centrale de la Chine, elle est en train de mener des expériences pour créer sa propre monnaie. Donc pour le moment, on arrête les opérations au niveau des autres parties prenantes. Plutôt, elle a opté pour la monnaie numérique. Tout à fait, et c'est la Banque centrale qui doit gérer le tout. En Europe, la Banque de France, par exemple, la Banque nationale suisse et la Banque des règlements internationaux, la BRI, voilà, ils vont s'associer pour mener une expérimentation sur des paiements à partir des crypto-monnaies. Donc l'idée, elle est là. Et ils sont dans une phase de... C'est en gestation en fait. Ils disent pas non, ils disent pas oui, mais bon, ils disent voilà, on va expérimenter, on va tester et on va voir. Tout à fait, ils sont dans la démonstration. Actuellement, la Banque de France, elle expérimente une monnaie numérique interbancaire et la Banque de Suède, par exemple, elle travaille à une monnaie numérique de détail. Voilà, et cette monnaie qui pourrait être utilisée d'ici quelques années. Voilà. Très bien. Alors, ce qui nous ramène pratiquement en conclusion de notre émission, à notre contexte local. Alors, où en est-on de tout cela ? Les crypto-monnaies seront-elles bientôt dépénalisées en Tunisie ? Rappelons-nous le fâcheux épisode du freelancer qui a été accusé de blanchiment. Alors, où est-ce qu'on en est, AFREWI, au niveau du contexte tunisien ? Pour le contexte tunisien, je pense que quand je dis Bitcoin, cryptocurrency, c'est une monnaie qui dérange en Tunisie. C'est le terme, hein, elle dérange. Voilà, tout à fait. Actuellement, surtout en absence d'un cadre juridique clair
et qui donne, on va dire, des consignes ou des explications ou qui aide les jeunes vraiment à savoir si c'est légal ou pas. Déjà, ça pose un problème. Donc, le cadre juridique. Aussi, puisque l'idée de privatisation de la monnaie ne plaît pas à tout le monde, je pense que ces systèmes semblent de plus en plus concurrents. Donc, vous avez même comparé le rôle des fintech et de la banque normale. Et il y a de la concurrence. Donc l'idée déjà, cette monnaie, elle dérange en Tunisie. Malheureusement, dans cette course mondiale, la Tunisie accuse toujours un retard par rapport à ses concurrents. Cette situation se justifie principalement par une conjoncture difficile, ainsi que la réglementation de plus en plus, on va dire une réglementation absente tout court, l'absence de cadre juridique. Donc il s'agit toujours d'un tabou qui règne encore. Un tabou qui règne encore, qui, je pense, devrait être, comment dirais-je, déplacé ou abandonné, parce que, évidemment, on doit s'insérer dans le cadre de cette évolution technologique sur le plan mondial, et que nous ne devons pas rater ce genre de révolution technologique, n'est-ce pas, Aya? Tout à fait. C'est pour ça que je défends toujours l'idée que ce sujet, il doit intéresser principalement le preneur de décision. Celui qui va trancher et décider, est-ce qu'en Tunisie, on va opter, est-ce qu'on va donner la possibilité aux jeunes Tunisiens qui sont connectés, qui ont cette culture digitale, et qui veulent vraiment être impliqués, avoir la possibilité d'utiliser le Bitcoin et d'utiliser la technologie pour leurs projets, pour leurs idées. Donc je pense que c'est un manque à gagner. Oui, il faut l'encadrer. Oui, il faut le tester. Oui, il faut s'inspirer de l'expérience internationale de plusieurs pays et de lancer une opération et d'essayer de voir qu'est-ce que ça peut donner sur le marché tunisien. Mais tout court, éviter, culpabiliser ou rendre l'opération illégale, je ne pense pas que c'est un comportement intelligent économiquement. C'est très clair. Merci beaucoup, Madame Aya Frioui. Je rappelle que vous êtes enseignante universitaire, chercheuse en sciences de management. Merci beaucoup pour votre intervention. Merci beaucoup. Merci RTCI. Et puis à très bientôt. Voilà, notre émission est à présent terminée. Je rappelle que notre invitée aujourd'hui dans le magazine de l'économie était Madame Aya Frioui et qui nous a parlé de FinTech et de crypto-monnaie. Je vous laisse à présent avec la suite des programmes de RTCI et vous dis à la semaine prochaine. Ecomac Plus, le magazine de l'économie avec Mandorzid